France. Une plainte vient d'être déposée contre Philippe Douste-Blazy, Bernard Kouchner et Jean-François Mattei dans l'affaire du vaccin contre l'hépatite B. Plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, publicité tronquée en matière de santé publique et non-assistance à personne en péril. L'Organisation mondiale de la santé, elle, continue de recommander la vaccination contre l'hépatite B. Nous avons donc intitulé notre émission ce soir « Faut-il vacciner à tout prix ?» Voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. François Bricaire est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous restez favorable à la vaccination contre l'hépatite B, comme d'ailleurs l'OMS, comme je viens de le rappeler. Marc Girard est médecin et mathématicien. Vous êtes pharmacologue et consultant pour l'industrie pharmaceutique. Rappelons que vous êtes aussi expert judiciaire auprès des tribunaux. C'est d'ailleurs votre expertise qui fonde la plainte qui vient d'être déposée contre les 3 ministres. Pascal Melun est praticien hospitalier au sein du centre de Saint-Dizier dans la Haute-Marne. Vous êtes vice-président et fondateur de SOS Hépatite, la principale fédération de malades touchés par l'hépatite en France. Enfin, Lucienne Faucras a perdu son mari d'une sclérose qu'il a emportée en 2 ans et demi. Vous êtes convaincu que ce décès est lié à la vaccination contre l'hépatite B. Vous publiez début octobre un livre intitulé « Le dossier noir du vaccin contre l'hépatite B » aux éditions du Rocher. Marc Girard, vous comparez ce dossier à celui du sang contaminé. Quand on utilise cette image habituellement, ça fait froid dans le dos. Je compare ce dossier au sang contaminé. Pas du tout. Je dis que le sang contaminé, c'est peu de choses à côté. D'une part, de par l'ampleur des dégâts. Je chiffre les victimes par dizaines de milliers, dont des nourrissons, des enfants, des jeunes dont la vie est totalement gâchée. Et puis surtout, ce qui motive finalement ma résistance. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, vous m'aviez invité, j'avais refusé de venir compte tenu du harcèlement judiciaire incroyable dont je faisais l'objet, dont je fais toujours l'objet. De la part de qui ? De la part des fabricants. Surtout, la particularité de cette affaire sans précédent, c'est qu'elle est toujours en cours. Ça n'est pas du passé. Elle est en cours. Aujourd'hui, on vaccine des bébés. Aujourd'hui, on vaccine des enfants. Aujourd'hui, on vaccine des adolescents. Et si j'ai pu résister à cette pression considérable, j'ai anéanti ma clientèle, j'ai été contraint d'hypothéquer mes biens personnels et les biens de mon épouse, j'ai désespéré mes enfants par cet engagement, j'ai pris 10 ans d'espérance de vie dans les dents. C'est pour une raison précise que je pose d'emblée, c'est une compassion infinie et désormais intraitable pour ces petits-enfants, ces petits bébés qu'on est en train d'abîmer sans la moindre raison. Marc Girard, il y a 2 notions que vous venez de citer sur lesquelles il faut revenir et qu'on entende vos arguments. 1, vous dites des victimes par milliers. Dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Comment vous pouvez faire une pareille évaluation ? Dizaines de milliers, je veux dire. Si c'est le cas, en effet, on est devant une catastrophe humanitaire. Dans un pays démocratique et où on peut débattre en plus de ce genre de sujet à la télévision. Donc c'est potentiellement catastrophique. Alors, si vous... Dizaines de milliers, juste une notion là-dessus. J'allais vous dire, c'est un peu arrogant, c'est le métier. Il y a des techniques d'évaluation des risques, des bénéfices des médicaments. Bon, ma compétence à ce sujet ne faisait pas de doute jusqu'il n'y a pas longtemps. Vous avez rappelé que j'étais consultant pour l'industrie pharmaceutique. Quand j'allais chez Bicham pour les aider à se défendre contre les attaques de la concurrence, j'étais accueilli en héros. Donc, j'ai un minimum de crédibilité pour évaluer, sur 25 ans d'expérience en pharmacovigilance, en pharmacoépidémiologie, le nombre de victimes. Alors, je rappelle que là, vous venez de citer l'un des 3 fabricants de vaccins. Hein. Oui, parce que c'était un de mes clients. Je crois que c'est important aussi. On pourra peut-être parler de ça. Excusez-moi, dizaines de milliers, nous dire simplement je sais faire, je le conçois, mais c'est énorme ce chiffre. Il faut un petit peu l'argumenter. Comment une chaîne pareille est-elle possible ? Ah, ça c'est intéressant. Comment une chaîne pareille est possible ? Alors, si vous voulez... Bien, c'est très facile, dans cette histoire, donc j'ai dit, moi, quand j'ai été désigné, j'ai été désigné parmi 200 experts judiciaires, et il s'avère que j'ai été le seul à prendre l'initiative d'une déclaration d'intérêt. En disant, moi je travaille pour l'industrie pharmaceutique et j'en suis fier. Et les victimes m'ont dit, écoutez, vous êtes probablement comme les autres, mais au moins vous le dites. Bon. Et les choses ont été en sorte que, finalement, alors j'ai dit aux victimes, oui mais attention, si vous me gardez, c'est pas quand j'aurai remis le rapport que vous allez dire, ah le gars là. Et finalement, ce qui s'est passé,
c'est que quand le rapport a été remis, ce sont les fabricants qui ont demandé ma récusation et qui l'ont obtenu. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en parallèle, à l'heure où je vous parle, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, il y a actuellement un membre du conseil scientifique de l'AFSAPS qui a été désigné dans de multiples affaires judiciaires comme moi, comme par hasard dans des expertises où la responsabilité des vaccins ne sort jamais. Je me permets de rappeler que c'est l'Agence française de sécurité sanitaire. Pardon, oui. N'hésitez pas à m'interrompre si par mégarde j'emploie des mots techniques. Et qui a dissimulé aux victimes et aux juges qu'il avait des liens professionnels avec l'assureur d'un des fabricants, c'est-à-dire l'instance qui aurait succombé s'il avait été fait droit aux demandes des victimes. Cela, M. Rimbert, c'est-à-dire le directeur général de l'agence, le sait très bien. Il n'y a aucune sanction qui a été prise. Deuxième exemple, sur les 200 experts qui ont été désignés au civil, pas un, à part moi évidemment, n'a dit aux juges et aux parties qu'au terme même de la loi, les fameux rapports de l'agence, ceux qui disent « il n'y a pas de risque », au terme même de la loi, sont rédigés en concertation, c'est le mot de la loi, et en commun avec les fabricants. Donc, nous sommes dans des affaires civiles, gouvernées par le principe du contradictoire, et on a là des experts judiciaires qui se réfèrent à la voie de l'AFSAPS comme voie d'évangile, sans dire aux juges, ça a été co-signé par l'une des parties. Alors donc, juste une remarque, tout ce que vous nous dites depuis le début de l'émission est potentiellement grave, si c'est avéré, mais si je puis dire, ça ne remet toujours pas en cause le vaccin quant à son lien direct avec ce qui nous préoccupe ce soir. C'est en effet, est-ce qu'il déclenche des cas dramatiques de sclérose en plaques? Et juste, puisque vous avez employé le terme de vie brisée, et par dizaines de milliers, pour ceux qui nous écoutent et qui sont, tant mieux pour eux, pas concernés, mais certains ont pu être vaccinés. Non, mais voilà, pas de maladie déclarée. Ça veut dire quoi, des vies brisées? Ça se traduit par quoi pour les patients, pour les malades? Quel type de difficultés? Quel problème au jour le jour? Donc là, il faut être très concret. Je vais être très concret. Ce que je voulais dire de ceci, c'est qu'il ressort finalement que l'impression qu'on a, c'est que puisque les experts, c'est que finalement, il n'y a pas de place dans le jeu judiciaire ou le jeu sanitaire pour les experts qui n'ont rien à cacher. Bon. Donc, la question, et moi je sens une angoisse chez les Français, c'est très typique, j'ai vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit, les gens ont peur, ils sentent qu'on leur cache quelque chose, et ils ne savent pas quoi. Il y a un niveau de tension. Quand vous vous baladez sur les forums internet, etc. Bon, alors qu'est-ce qu'on leur cache? Je suis désolé, mais je pense que vous y contribuez forcément en ce moment même parce que vous ne me répondez pas. Alors, directement sur ce que sont, on va dire, les souffrances, les problèmes apparus et liens directs. Madame Faucras, une question. Voilà, comment vous avez-vous établi ce lien familialement, si je puis dire? Oui, je vais vous répondre. Mais il y a déjà une chose que je tiens à préciser, c'est qu'on ne parle que des scléroses en plaques. Au moment des élections, on a des fromages, vous connaissez. Oui. À mon avis, le fromage, pour l'instant, il laisse une place vide considérable pour toutes sortes de maladies auto-immunes, pour d'autres maladies neurologiques que la sclérose en plaques. Je pense à la sclérose latérale amyotrophique dont mon mari est mort, c'est-à-dire la Charcot. J'ajoute entre parenthèses qu'il est mort de 3 maladies en même temps, parce qu'il avait non seulement la sclérose latérale amyotrophique, mais il avait le syndrome de Gougereau-Chegren, qui est une maladie auto-immune, donc c'était sûr que son immunité avait été atteinte, on en a la preuve, et il avait commencé une démyélinisation qui s'apparente effectivement à la CEP, à la sclérose en plaques. Bon, votre question, c'était quoi exactement? Vous venez de nous l'expliquer. Vous venez de nous dire, vous, comment s'est traduit visiblement la maladie chez votre mari. Chez mon mari, ça a été 2 ans et demi d'agonie. Excusez-moi, les symptômes sont apparus combien de temps après la vaccination? Bon, alors, il a été vacciné en mars, avril et octobre 96. En décembre, il avait déjà des signes un petit peu bizarres de boules de coton sous les orteils. Donc, c'était le signe que les orteils se rétractaient. Mais on ne s'est pas rendu compte. On ne comprenait pas. On se disait, oh, c'est peut-être pas bien grave. Et puis, au mois de mars, à peu près, 97, on était dans le Vercors, on se promenait. Et tout d'un coup, chose étonnante, parce qu'il était beaucoup plus solide que moi. C'était un homme grand, robuste, en pleine santé. Il était toujours devant moi, en montagne. Bon. Et j'étais devant. Bon. Je me suis dit, il regarde peut-être les petites fleurs. Et puis, il m'appelle, il me dit, je ne peux plus avancer, j'ai des bottes de plomb. Alors, évidemment, il s'est quand même traîné sur au moins 100 mètres jusqu'à la voiture. Il a pris le volant, il est rentré. Et puis, les bottes de plomb, elles étaient toujours là le lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir d'abord un généraliste qui a tout de suite compris que c'était neurologique, qui nous a envoyé un neurologue. Et alors là a commencé
je ne vous dis pas quoi, mais vraiment on a tout vu, c'est-à-dire des diagnostics complètement contradictoires. Ils ont pataugé complètement pour aboutir finalement à la conclusion que c'était une maladie neurologique complexe, pour ça elle l'était, et que, bon, on a tout tenté. Hein. Je l'ai emmené à Montpellier, dans ma voiture, sans demander rien à la sécurité sociale, parce que j'estime que dans toute cette affaire, elle aura perdu un argent considérable, et je trouve ça vraiment lamentable. Et puis, bon, je l'ai menée à Paris, à la Salpêtrière, etc. Voici maintenant le cas d'une malade, Madame Francine Delgado. Elle a engagé les poursuites, elle, dès 1997. Elle est atteinte de sclérose en plaques. Très clairement, Madame Delgado souffre. Et pour elle, clairement là aussi, le vaccin est à l'origine de sa maladie. Reportage, David Doucan, Joël Lefebvre. Francine Delgado est malade. Sa vie a basculé il y a 10 ans. 2 jours après sa première injection du vaccin contre l'hépatite B, elle voit double et perd l'équilibre. Après de nombreux examens, on lui découvre de multiples lésions au cerveau, symptômes d'une sclérose en plaques. Madame Delgado, vous revenez de chez le docteur là? Oui, je reviens de chez le docteur et puis donc il m'a prescrit du Copaxone c'est une injection que je fais tous les jours. Bon, qui est très douloureuse, mais il faut en passer par là, car sinon la maladie évolue et puis je tiens pas à ce qu'elle évolue. Je me bats tous les jours pour pas qu'elle évolue. Le quotidien est bouleversé pour elle et pour sa famille, la lourdeur du traitement. Il y a les piqûres très douloureuses et les cachets qu'il faut prendre 3 à 4 fois par jour. Même si les scientifiques n'ont pas encore tranché, pour Francine et son mari, le fautif, c'est le vaccin contre l'hépatite B. Ma vie, j'ai plus de vie, hein. C'est simple. Avant, j'avais une activité, je travaillais, je m'occupais de ma maison, je m'occupais de ma fille, je faisais du sport. Je faisais des tas de choses, d'accord? Et aujourd'hui? Bah rien. Voilà, c'est tout simple, c'est rien. Quand j'ai dit rien, c'est rien, parce que dès que je fais un effort, dès que je porte quelque chose, je me sens fatiguée. Dès que je marche, je ne peux pas marcher longtemps. Je suis fatiguée, j'ai besoin de m'asseoir pour récupérer. Vous voyez? Bon, bah voilà, c'est ma vie qui a changé à cause de ce vaccin. Vraiment, je m'en veux vraiment d'avoir fait. Vraiment. Alors je pose la question, moi, aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit? On n'est plus à l'époque de la variole ni de la tuberculose. Est-ce qu'aujourd'hui, où on affrète des avions pour sauver une vie, est-ce qu'on a le droit de mettre des gens dans l'état où est ma femme et d'autres en fauteuil roulant pour rien? Est-ce qu'on a le droit de saccager des vies? Est-ce que le bénéfice-risque en vaut vraiment la peine? Voilà. Il n'est pas encore prouvé que l'injection du vaccin entraîne la sclérose en plaques. Même les cas supposés sont très rares. Aujourd'hui, 60 000 personnes souffrent en France de la sclérose. Et s'il y a un lien avec le vaccin, ça ne concernerait que 200 personnes. Le docteur Olivier Gou est le neurologue qui s'occupe de Francine Delgado. Certes, le risque était infime, mais pour lui, il y avait bien un risque. Chez certains individus peut-être prédisposés, la vaccination contre l'hépatite B a pu être un facteur déclenchant de cette sclérose en plaques. Malheureusement, il est certain qu'aucune des études épidémiologiques faites à ce jour peut identifier ces exceptionnels patients qui, par malheur, ont déclenché cette maladie après la vaccination contre l'hépatite B. Impossible de prévoir sur qui le vaccin pourrait avoir des effets nocifs. Une campagne massive d'injection était donc contraire au principe de précaution. C'est l'opinion de maître Gisèle Mort. Elle représente 5 familles convaincues d'être victimes du vaccin et elle accuse 3 anciens ministres de la Santé. La plainte vise notamment des faits de mise en danger de la vie d'autrui et de non-assistance à personne en péril. Je mets en cause le procédé qui a conduit à, pas obligé, puisque la vaccination n'était pas obligatoire, mais d'une certaine manière à contraindre 30 millions de Français à se faire vacciner à partir de septembre 1994, alors qu'à partir de juin 1994, on lance une enquête de santé publique qui est déjà le signe d'une suspicion à l'égard de ce vaccin. Il y a quelque chose de totalement illogique et de totalement répréhensible de à la fois dire il y a des risques sur ce vaccin, nous allons le surveiller, et à la fois dire faites-vous vacciner. Cette plainte-ci a peu de chances d'aboutir. En revanche, elle peut aider les familles à remporter des actions judiciaires parallèles menées contre les laboratoires pharmaceutiques.
et peut-être obtenir de fortes compensations financières. Première question de téléspectateurs sur ce dossier compliqué, vous l'avez compris. Le lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques a-t-il été établi? François Briquet, est-ce qu'on peut répondre clairement? Je pense qu'on peut répondre clairement. Le lien n'a pas été démontré. Les éléments qu'on a évoqués précédemment sont des faits qu'on peut relater, mais quand on regarde scientifiquement, par des études sérieuses, s'il y a un lien entre un accident neurologique ou même un autre accident de nature immune ou dysimmunitaire, comme on dit, eh bien, il n'a jamais été démontré qu'il y avait une relation entre le geste vaccinal et l'accident ou la manifestation, doit-on dire, neurologique ou autre. Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux aujourd'hui, les recommandations qui sont par exemple celles de l'Organisation mondiale de la santé, que parfois en caricature en appelant l'Organisation mondiale de la vaccination, je me permets de le rappeler, mais enfin en même temps c'est son rôle. Est-ce que vous restez vous favorable à cette vaccination concernant notamment le vaccin contre l'hépatite B? Bon, alors là il faut être aussi également très clair. Oui. On a affaire à une maladie infectieuse qui est une maladie extrêmement répandue dans le monde. On parlait d'hépatite, je crois. De l'hépatite B, même ne parlons que de l'hépatite B, qui est une infection donc fréquente, qui est variablement répartie dans le monde, mais qui entraîne des conséquences, qui sont des conséquences potentiellement graves, et il faut que les gens le sachent pertinemment, c'est-à-dire des hépatites aiguës, dont certaines sont fulminantes et mortelles, des cirrhoses, et ça n'est pas rien que d'avoir une cirrhose avec toutes les complications, et enfin des développements de cancer du foie. Et ça, c'est quantifié, c'est quantifiable. Et en face de cela, et ça c'est certain, démontré, et en face de cela, eh bien, on a un geste vaccinal qu'on accuse de déclencher un certain nombre de phénomènes, mais je ne pense pas, enfin, des milliers de personnes et des dizaines de milliers de personnes, je ne vous suis pas sur ces chiffres, et je crois que le reportage a recadré un peu mieux des chiffres plus réels, et qui entraîneraient des pathologies qui, encore une fois, ne sont pas démontrées. Alors, un grand nombre de manifestations graves, que sont les hépatites B, et de l'autre côté, des faits rarissimes, ou rares au moins. Oui. Mais dramatiques dans leurs conséquences pour ceux qui en sont victimes. Mais dont la nature n'est pas rapportée à ce fait, car les scléroses en plaques, c'est malheureusement une maladie relativement fréquente. Donc quand vous vaccinez un nombre élevé de personnes, et dans le cadre d'une campagne, et automatiquement il peut y avoir un lien qui paraît exister entre un geste fréquent et une maladie qui existe de fait. Alors, on pourrait dire, quelle est la différence entre ça n'est pas avéré et ça n'existera jamais? C'est bien évidemment sur toutes ces nuances qu'on doit s'interroger ce soir. Voilà. C'est toute la difficulté, vous l'avez dit d'emblée, c'est un problème difficile. Alors, le jamais en médecine, ça n'existe pas. Oui. Donc, dire que jamais il n'y aura rien, c'est pas possible. Mais néanmoins, on peut quand même approcher un certain nombre de phénomènes dans des circonstances comme ça pour affirmer avec suffisamment d'arguments qu'il n'y a pas de lien et qu'en tout cas, même si quelques personnes pourraient être victimes, eh bien, il y a toute une population à protéger contre le phénomène réel. Est-ce qu'on va arrêter de vacciner contre la diphtérie? Est-ce qu'on va arrêter de vacciner? Il y a aussi des incidents ou des accidents. Il n'y a aucun geste en médecine qui soit à 100% d'une fiabilité absolue et sans jamais de problème. Et ça s'applique aussi aux vaccinations, même les vaccinations les plus classiques qui existent depuis toujours dans notre pays, appliquées aux enfants. J'en profite, ce sera l'objet du troisième reportage de cette émission, mais vous l'appliquez à toutes les vaccinations. Oui, alors d'autant plus que les enfants, justement, les nourrissons en particulier, supportent très bien la vaccination hépatite B. Alors, Pascal Melin, vous qui êtes très clairement aussi, bien entendu, favorable à la vaccination, je le rappelle, contre l'hépatite B. Juste un chiffre, il est cité dans le reportage. 30 millions de personnes qui ont été vaccinées. C'était important que l'avocate rappelle que la vaccination n'était pas obligatoire. Mais il y a eu une grosse incitation, ça c'est évident. Bon, est-ce qu'on avait besoin de vacciner 30 millions de personnes contre l'hépatite B dans ce pays? Moi je pense, si on regarde à l'échelon planétaire, et après on revient sur la France, c'est plus d'1 milliard de personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite B, c'est 450 millions de porteurs chroniques, c'est 1 million de morts par an et c'est la deuxième cause de cancer sur la planète après le tabac.
Et donc le vaccin, c'est le seul vaccin qui existe qui peut protéger d'un cancer. Alors ces chiffres sont bien sûr en Afrique, en Asie, etc. Et nous, on a la chance d'avoir peu de malades. Mais quand je dis peu de malades en France, c'est quand même 130 000 personnes qui vivent avec le virus de l'hépatite B. Et c'est 1 million de personnes en France qui ont été contaminées, qui sont guéries spontanément. C'est-à-dire que c'est un virus qui est extrêmement... Il y a une épidémie silencieuse qui est quand même galopante. Et dans ces 150 000 personnes qui vivent avec l'hépatite B, on est au même niveau que le sida. Si aujourd'hui on avait un vaccin contre le sida, est-ce qu'on s'en priverait? Et ce que je veux dire, c'est que on ne va pas comparer nos souffrances. Je pourrais aussi être là avec des gens qui ont un cancer du foie sur une hépatite B, qui attendent une greffe, et je compatis complètement à la souffrance des gens qui ont perdu des proches. Ce que je veux simplement rappeler, c'est que la problématique, quand on a vacciné autant de personnes, l'objectif était d'essayer de faire sortir ce virus de France, d'essayer d'empêcher l'épidémie. Or, aujourd'hui, on pense qu'il y a 4 à 5 000 nouvelles contaminations par an. On doit avoir des instituts de veille sanitaire qui nous donnent des chiffres précis, mais ça veut dire qu'on peut estimer par an qu'il y a quand même 4 à 5 personnes qui font une hépatite fulminante qui vont mourir dans les jours suivants s'ils n'ont pas une greffe, et c'est 250 personnes qu'on envoie vers les cirrhoses et les maladies chroniques. Alors c'était très important que vous évoquiez ces chiffres, mais en effet, on ne va pas opposer les morts, parce que c'est pas le but d'une émission, mais il faut aussi avoir des ordres de grandeur pour comparer. Je vous pose la question autrement. Les 30 millions de personnes qui ont été vaccinées, est-ce qu'on leur a dit, au moment de la vaccination, que ce soit leur médecin de famille, la médecine du travail, ceux qui faisaient le boulot, il y a des risques et des risques potentiels? Bien sûr que non. À l'époque, on ne le savait pas. Je dirais, les médecins ne l'avaient pas clairement. Et puis, c'est un vaccin qui n'était pas obligatoire. Donc, les autres vaccinations, elles sont légales, donc on n'a même pas à discuter. On vaccine les gens. Là, effectivement, il aurait fallu prévenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on vaccine contre le RER ou contre la grippe, est-ce qu'on informe bien toutes les personnes âgées de l'intérêt de la vaccination contre la grippe? Excusez-moi, vous venez de me dire, à l'époque, on ne savait pas. Ça veut dire qu'on le sait aujourd'hui, à vos yeux? Et vous nous dites ce soir, ben oui, non, on défend peut-être un vaccin qui est potentiellement dangereux, mais moi, je trouve, en tant que spécialiste de l'hépatite, que c'est plus important de courir, de partir dans ce bénéfice ce que je dis aujourd'hui, c'est risque dont on parlait. Il y a 2 cas de figure. Il y a les nourrissons, où moi, personnellement, je pense qu'il faut continuer la campagne de vaccination systématique chez les nourrissons. Nourrissons. Elle protégera ces enfants-là pour le restant de leur vie, et on a 0 risque parce que la myéline n'est pas finie et qu'on ne peut pas avoir de forme grave en vaccinant des nourrissons, c'est impossible. Et puis après, il y a les adultes, les gens jeunes et les adultes. Et là, je pense qu'aujourd'hui, vu le débat, notre travail de médecin, c'est d'amener le maximum d'informations pour que les gens puissent faire leur choix et dire qu'aujourd'hui, il y a un débat contradictoire. Et notre boulot de médecin, c'est d'amener ces contradictions pour que les gens puissent faire un choix éclairé. Marc Girard, est-ce qu'il serait peut-être pas plus, on va dire, facile et compréhensible par rapport à votre position de dire finalement il y a des dizaines de milliers de personnes qui se demandent si elles ne risquent pas d'avoir quelque chose, plutôt que de présenter les choses telles que vous l'avez fait tout à l'heure. Vous me comprenez? D'accord. Est-ce que je peux quand même juste rebondir? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'ai, en gros, exterminé ma vie personnelle, ma réussite professionnelle, au motif de ma compassion infinie pour les nourrissons. J'entends mes 2 confrères qui disent il n'y a pas de risque chez le nourrisson. Quelle est la seule différence entre tous ceux qui sont autour de cette table et moi? A priori, j'ai pas l'œil vitreux, je baffe pas, j'ai un niveau d'alcoolémie qui doit être correct à cette heure-là. La seule différence entre vous tous et moi, c'est que je suis le seul à avoir vu l'intégralité des documents originaux, des études dont vous nous dites qu'elles sont très rassurantes. Alors certes, il y a un secret de l'instruction, mais il y a aussi des remarques, des déductions que tout un chacun peut faire. Pourquoi un homme accepte-t-il de mettre en danger sa vie professionnelle et sa vie tout court, alors qu'il a vu des choses que personne d'autre a vues? Je suis désolé, je vous le dis avec beaucoup de confraternité, mais j'ai l'impression que sur ce sujet, on ne joue pas dans la même cour. Alors maintenant, pour revenir sur... Il est clair que vos confrères n'ont pas eu accès aux mêmes documents. En même temps, ils travaillent eux aussi. Je veux dire, on ne peut pas leur faire le procès de penser qu'ils aient envie de faire courir un quelconque danger aux patients français et à leurs patients particuliers. Est-ce que je peux demander à mes confrères s'ils se rappellent quelle est la puissance statistique de la première étude de Touzé et collaborateurs en 2000? Quelle était la puissance statistique? Excusez-moi, de quoi s'agit-il? Parce que moi, je suis préoccupé par les téléspectateurs. À quoi faites-vous allusion? Voilà. Oui, mais on est dans un débat d'experts. Non, j'entends. Oui. Alors, non, vous ferez un effort pour qu'on vous comprenne tous. Alors, sinon, même votre démarche n'a pas de sens. On est bien d'accord. Effectivement, mais c'était juste pour montrer que l'appréciation des études d'épidémiologie, ça n'est pas une compétence de clinicien, c'est une compétence de spécialiste du médicament. Alors, si vous me laissez 2 minutes, je veux bien expliquer la question de la puissance statistique, qui est une question fondamentale sur laquelle on a mystifié les choses. Pour ce dossier. De quoi s'agit-il? Je prends une pièce de 10 €, je la jette 4 fois. J'obtiens 3 piles, une face, 75% de piles. Est-ce que je peux dire que la pièce est faussée? Non, bien sûr. Je reprends la même pièce, je fais 400 000 fois. J'obtiens 300 000 piles, 100 000 faces.
75% encore. J'espère que tout le monde comprend que là, la pièce est faussée. Il y a des théorèmes mathématiques pour ça. Quelle est la différence entre 4 fois et 400 000 fois? C'est une différence de moyens. Oui. Bon. C'est-à-dire que dans un cas, je peux distinguer la défectuosité de la pièce des effets du hasard et pas dans l'autre cas. Eh bien, en quoi ça s'applique au vaccin contre l'hépatite B? Transposer une étude de puissance suffisante, c'est une étude où on a mis suffisamment de moyens, suffisamment de patients, etc. Ce que l'agence n'a pas fait, toutes les études faites en France ont montré une élévation du risque de sclérose en plaques. Toutes les études ont péché par défaut de puissance statistique. Alors que dit l'agence? Restons sur la pièce. C'est très grave parce que là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on a mis sur le marché consciemment un produit potentiellement dangereux. Hein. Excusez-moi, je contracte votre propos, mais ça revient à ça. On va, non, parce que ça, c'était après. C'est des études d'après-commercialisation. Donc, les gens de l'agence disent, reportez-vous à l'interview d'Abenaïm dans le Figaro du 18 décembre 2002. Abenaïm dit... Ancien directeur général de la santé. Abenaïm dit, ben voilà... Vous savez bien que quand il y a 75% de piles, la pièce n'est pas fausse. Regardez, je la lance 4 fois. Je lui dis, ah oui, d'accord, mais tu la lances 4 fois, mais si tu la lances 400 000 fois. Ah, mais je ne vais pas lancer 400 000 fois, je la lance 4 fois. Et dis donc, tu étais en charge de vérifier que la pièce était faussée. Tu ne l'as pas lancée suffisamment de fois, tu t'es foutu du monde. Voilà la première chose. Deuxièmement, je réagis sur le risque, parce qu'il y a Mme Delgado, c'était la première fois que je la voyais, je ne suis pas tenu au secret sur son dossier. Il s'avère que dans ce dossier, son avocat m'a consulté, et elle m'écrit un jour, et elle me dit, Mme Delgado a été déboutée, hein, elle me dit, écoutez, je suis embêté, docteur Girard, j'ai donné aux experts un de vos papiers, et voilà ce qu'ils répondent, et les experts, je l'ai sous les yeux, disent, le docteur Girard, en gros, devrait savoir que le risque relatif normalement accepté, c'est de l'ordre de 2. C'est écrit noir sur blanc. Bon. Eh bien, avec 60 000 scléroses en plaques normales, attendues, vous voulez vacciner tout le monde. Vous admettez qu'on va multiplier le risque par 2. C'est écrit. Eh bien, vous allez avoir 60 000 scléroses en plaques iatrogènes. Donc, en fait, il y a une mystification, c'est qu'on dit tous la même chose. Moi, je dis, il y a un risque multiplié par 2. Non, eux, ils disent, le risque est faible, 2, ça paraît très faible. Moi, je dis, il faut le traduire. Vous avez dit, il faut informer les gens. Ben, informez-les, dites-leur, écoutez, on veut éradiquer cette maladie, etc. Donnez-nous vos bébés. Et ça va se solder par 60 000 scléroses en plaques. Et alors, informez-les. La plainte vise un défaut d'information. Pascal Melun. Je voulais juste dire que les neurologues, quand ils regardent le nombre de cas de sclérose en plaques et l'évolution, après avoir vacciné 30 millions de personnes, on n'a pas vu exploser le nombre de cas de sclérose en plaques. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Une fois de plus, vous estimez que le lien n'est pas établi entre l'utilisation de ce vaccin? Je ne dis pas qu'il n'est pas établi, je dis qu'il n'est pas fort, ce lien. Des expertises avaient dit qu'on serait peut-être, avec une vaccination efficace, responsable de peut-être 1 à 2 cas de sclérose en plaques supplémentaires par an en France. Vous la connaissez, cette courbe? J'ai pas mes lunettes. Je vous l'avais passée. Il n'y a pas moyen de la montrer aux téléspectateurs? Techniquement. Oui, on peut essayer de le montrer. Voilà, on va poser ça là. Alors, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de données épidémiologiques, mais on a les données de la CNAM. Quand vous regardez cette courbe, elle montre 2 choses qui sont systématiquement ignorées. La première, et ce que je peux montrer, c'est une augmentation du nombre des scléroses, des prises en charge pour sclérose en plaques graves. On se rend compte qu'elle commence en 95, on arrive à un quasi-doublement. On est tout à fait dans les chiffres que dit l'expert de Mme Delgado et que disent les études françaises de puissance statistique insuffisante et que dit l'étude de GIC. Et alors, ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est la grande courbe là, c'est pathologie neuromusculaire grave non étiquetée. Et on se rend compte que le décalage, ça commence à monter en 96. Qu'est-ce qui s'est passé en 96? C'est la première médiatisation du risque de sclérose en plaques. Et à ce moment-là, les neurologues freinent des cas de fer. On n'ose plus poser le diagnostic de sclérose en plaques chez un gars qui est vacciné. Et on a une foultitude de syndromes absolument pas étiquetés. Et cette courbe-là, c'est la conséquence chiffrée de ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire, regardez, il y a un triplement du nombre des choses, eh bien on est exactement dans les ordres qu'on retrouve systématiquement aussi bien dans les études françaises, aussi bien dans l'étude de GIC, aussi bien là-dessus, et je dis simplement, vaccinez si vous voulez, et considérez que c'est très dangereux l'hépatite B pour les bébés du 16e arrondissement, etc. Mais informez les gens que ça va coûter des dizaines de milliers de scléroses en plaques
pour ne parler que des scléroses en plaques. Parce que... Juste une chose, François Bricaire, on est bien d'accord, des études, il y en a eu, vous contestez les expertises, etc., mais la grande majorité d'entre elles ont conclu à la non-dangerosité du vaccin, on est bien d'accord? On est bien d'accord là-dessus, absolument. Monsieur Girard a vu un certain nombre d'études, mais il n'en a pas le privilège, j'en ai vu un certain nombre, et les puissances statistiques, les résultats, quand ils sont analysés par des méthodologistes, ne permettent pas de dire qu'il y a un lien. Qu'il y ait quelques modifications des chiffres, c'est tout à fait possible, mais qui n'atteignent pas la significativité nécessaire pour aboutir à un lien. Et ça, c'est très important. Deuxième remarque, je voudrais quand même dire que ce débat est quand même très franco-français. Et que dans les millions de personnes qui ont été vaccinées à l'étranger, les Américains, qu'on prend toujours en exemple, ont vacciné et à tour de bras. Et on ne peut pas les accuser, eux, de ne pas être pragmatiques. Une information exclusive de C'est dans l'air ce soir, je vous annonce que le CDC d'Atlanta publie une nouvelle enquête aujourd'hui. Elle est d'ailleurs sur le bureau du ministre, mais il ne veut pas l'annoncer. Mais on sait qu'elle existe, qui, une fois de plus, revient à dire qu'il n'y a pas de lien entre la vaccination et la dangerosité. Ça n'est pas la seule, mais c'est important de le dire. Je ne savais pas, mais... Je vous laisse terminer. Oui, donc je veux dire par là que s'il y avait dans le reste du monde des faits aussi importants, qui soient, encore une fois, significatifs sur le plan statistique, donc scientifique, à mon avis, ça se saurait. Or, nous n'en avons pas les informations. Deuxième reportage de cette émission, la vaccination n'a jamais été obligatoire, je vous le rappelle, mais en 1994, Philippe Douste-Blazy a bien lancé une importante campagne d'incitation. Dès le début, des malades ont été identifiés, alors a-t-on trop vacciné? C'est évidemment aujourd'hui la question. Reportage Agathe Lanté et Jean-Pascal Bublex. Tout ce qu'il faut pour les éviter. Face à l'hépatite B, pas question de prendre de risques. Ce clip inonde à l'époque les écrans de télévision française. Pour éviter cette grave maladie, il y a une protection, le vaccin. Nous sommes en 1994, la grande campagne de vaccination nationale est lancée. L'hépatite B, c'est un des risques infectieux majeurs de cette fin de siècle. C'est une maladie très fréquente. Plus de 5% de la population française a été au moins une fois en contact avec ce virus. Philippe Douste-Blazy, déjà ministre de la Santé à l'époque, annonce la gratuité de la vaccination dans toutes les écoles et les collèges de France. Il suit ainsi les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est clair, éradiquer au niveau mondial le virus de l'hépatite B. Une infection très contagieuse, confirme le président de la commission hépatite. Le virus, transmis par le sang et les voies sexuelles, touche chaque année à l'époque plus de 10 000 personnes en France. Les deux risques. Le premier, c'est la survenue d'une hépatite qu'on dit fulminante. Fulminante, c'est très grave. Ça survient chez environ 1% des sujets qui développent une jaunisse liée à ce virus. Et le seul traitement, c'est la transplantation du foie. Le deuxième risque, c'est la survenue d'une forme chronique. Au lieu de se débarrasser du virus, le virus persiste dans l'organisme. Et le risque alors, c'est le développement d'une cirrhose, en 10, 15, 20 ans. Et après cette cirrhose, le risque de développement d'un cancer. La France vaccine en masse. Pasteur-Mérieux écoule ses vaccins. Pour la seule année 95, 175 000 élèves de 6e sont vaccinés. Mais c'est aussi l'année des premiers doutes, des premiers recensements de cas de sclérose en plaques. L'Agence du médicament modifie alors les précautions d'emploi du vaccin. Elle signale un risque possible, mais ne dispose d'aucune certitude. Nous n'avons aucun argument, ni clinique, ni expérimental, ni épidémiologique, qui puisse nous faire penser qu'il y a une association entre la vaccination anti-hépatite B et les poussées de sclérose en plaques. Un principe de précaution qui sème la confusion. L'ancienne agence du médicament, devenue l'AFSAPS, estime aujourd'hui qu'il y a eu dérapage de la campagne publicitaire. Beaucoup trop d'adultes ont été vaccinés à l'époque. Les scientifiques savaient pourtant déjà que cette population adulte, et non les enfants, était susceptible de développer la sclérose en plaques. On remet les conclusions qui avaient été votées. La campagne, j'ai dit, s'adresse aux nourrissons et aux préadolescents. Et cette campagne va avoir un succès extraordinaire auprès des adultes. Donc,
il va y avoir 30 millions des Français vaccinés, dont 20 millions d'adultes. 1998, c'est désormais l'étude au cas par cas. Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, préconise une médecine personnalisée. Ce que j'ai suspendu et non supprimé, c'est la vaccination massive à l'école parce qu'on ne pouvait pas voir les familles, interroger les familles sur leurs antécédents, voir suffisamment les enfants, les interroger, à cet âge un peu frais, sur leurs antécédents neurologiques et en termes de maladies auto-immunes. Depuis la création du vaccin en 81, seuls les professionnels de la santé ont obligation d'être vaccinés. Pour les nourrissons, les adolescents et les personnes à risque, la vaccination est fortement recommandée. Selon cet académicien, la prévention doit prendre le pas sur la précaution. Le risque de maladie de sclérose à plaques est encore très hypothétique. Admettons même qu'il soit réel. S'il était réel, le nombre de cas de sclérose en plaques causés par la vaccination serait extrêmement faible par rapport au nombre de vies gagnées que l'on aurait grâce à la vaccination. Une certitude aujourd'hui pour les scientifiques, seule la vaccination des enfants de moins de 2 ans ne présente aucun risque. François Briquet, on va prendre une question sur l'hépatite B, mais avant une question pour vous. Est-ce que vous diriez quand même, il y a un problème? Il y a un problème et il faut qu'on en sache plus et qu'on y voit plus clair. Alors incontestablement, oui, il y a un problème, sinon on ne serait pas là. Mais vous m'avez posé des questions à titre scientifique. Oui. Bon, ceci étant dit, on ne peut pas nier un certain nombre de faits, même si on ne peut pas en rapporter la cause exacte, qui sont mentionnés. Vous en êtes l'exemple, madame, mais... Et ça, on ne le nie pas. Et il faut faire, il y a possiblement des liens, etc. Et on aboutit à cette conclusion que vient d'exposer l'académicien de l'Académie de médecine, c'est qu'effectivement, même si on admet qu'il existe quelque chose, c'est en nombre faible par rapport au nombre de vies gagnées grâce à la vaccination. Donc c'est pour ça, on peut très bien admettre que dans certains cas, il pourrait y avoir des anomalies induites par le vaccin, mais en tout cas, ça ne justifie pas l'arrêt et l'opprobre jeté sur une vaccination ou des campagnes de vaccination dont le but est clairement d'améliorer la situation sanitaire de la population. Madame Foucras, on comprend bien qu'il y a un vrai problème qui est celui de l'information et ensuite de l'incitation. Et dans quelle proportion? Comment a-t-on recommandé la vaccination à votre mari? On peut savoir comment ça s'est passé? Vous allez voyager, vous êtes à la retraite et cette vaccination est totalement inédite. Faites-la. Bon, donc c'est votre médecin de famille qui vous a incité à le faire. Il a rabâché ce qu'on appelle la langue de bois, c'est pas autre chose. Je voudrais rebondir, est-ce que je peux le faire? Si vraiment l'hépatite B est un danger public mondial, en tout cas en France, on est dans un pays de faible endémie. Et si on a vraiment envie de supprimer l'hépatite B, il faut aller vacciner dans les pays du sud-est asiatique ou en Afrique noire. Et là, on ne le fait pas parce que ça coûte de l'argent et que ces pays-là n'ont pas les moyens. J'ai pas fini. Donc nous, on est un pays, on est en Europe à peu près sans danger. Pourquoi c'est franco-français? Mais parce qu'on a vacciné beaucoup plus qu'ailleurs, tout simplement. Les Anglais, ils ont vacciné 5% de la population. Nous, on a vacciné 50% et à tout va, sans s'occuper des groupes HLA des gens, sans savoir s'ils étaient sensibles ou pas. Chaque individu est un cas particulier. Par conséquent, quand on lance une campagne de vaccination, automatiquement, on va faire des cadavres, il faut bien le dire. Hein? Bon, ce que je voudrais dire aussi, parce que, bon, je trouve que le docteur Girard, je voudrais quand même rappeler que le docteur Girard est persécuté, effectivement. Maître Mort, mon avocate, est persécutée de la même manière. Elle va passer en justice le 14 octobre. Alors en ce moment, on est dans cette situation que personne n'est mis encore en examen nulle part. Qui est-ce qui est persécuté? C'est l'expert, parce qu'il a le courage de dire ce qu'il pense, mais ça ne plaît pas au laboratoire.
et c'est l'avocate des parties. Moi, je trouve cette situation ahurissante. C'est une situation qu'on peut trouver légitimement ahurissante pour les deux cas que vous citez. En revanche, elle ne conduit pas à l'accusation contre le vaccin. Vous comprenez, Madame Foucras, je veux dire, pour l'instant, et depuis le début de l'émission, j'essaie de faire dire à Marc Girard, enfin, non pas prouvez-nous, puisqu'il ne le peut pas, expliquez-nous pourquoi c'est si dangereux, et on ne peut pas répondre à ça aujourd'hui. Moi, je voudrais quand même... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas potentiellement un grave problème qu'on va découvrir au fil des années. Laissez-moi dire à la FSAPS que je ne comprends pas qu'il n'ait pas cité ce soir les résultats de l'étude du docteur Hernan aux États-Unis. Et comme elle n'est pas favorable évidemment à ce qu'il pense, il faut savoir qu'au moment où Mattei a rassemblé sa conférence de consensus l'année dernière en septembre, pour obtenir que la Cour de cassation Pour ceux qui casse nous écoutent, tout, je précise que c'est l'étude très accusatrice qui est parue récemment. 3,1 et non pas 1,5 ou 1,2 ou même pas 2, etc. Bon, il a mis 1 an, parce que nous, on le savait en septembre, il a mis 1 an à obtenir qu'une revue scientifique, médicale, consente à le publier. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas d'accord ne sont pas publiés, et s'il n'y a pas de publication, ben, il n'y a rien. Oui, juste une chose, il annonce aussi dans cette étude que 93,3% des personnes atteintes, que 93% des personnes atteintes d'une sclérose en plaques dans l'étude n'ont jamais été vaccinées. Ben oui. Excusez-moi, mais enfin... Mais il reste les autres. Bien sûr, mais on reste pour l'instant dans une loi du non, on est bien d'accord. Oui, mais alors il faut vacciner là où il y a danger, là où il y a risque, et pas dans des pays où finalement le risque est infime. Ouais. Chez nous, le risque est infime depuis 91 à peu près. Marc Girard, et je vous donne la parole. Alors, rentrons dans le détail de l'affreux. Je suis effaré d'entendre encore aujourd'hui, c'est un problème franco-français. Il y a 2 ans, ça s'était dit ici. C'est le système de défense pour l'instant de Philippe Douste-Blazy. Je constate que je viens d'écrire un article américain ce matin en disant que l'étude de Hernan, réalisée par des Américains sur une base de données britannique, est la dernière gifle pour cet argument. Je tiens à votre disposition 450 articles internationaux sur le risque de la vaccination contre l'hépatite B qui remontent au tout début, c'est-à-dire au début des années 80. Cela dit, c'est vrai qu'il y a une spécificité française et ça nous ramène au drame de santé publique. Et le problème, c'est le problème Génévac. Personne n'a vu que Génévac est à l'affaire de la vaccination, ce que le test Abbott a été au sang contaminé, et on ne s'étonnera pas encore de retrouver l'Institut Pasteur à l'origine des grandes affaires de santé. Vous venez de citer l'un des vaccins qui a été mis sur le marché. Et rentrons dans le détail, tout en respectant le secret de l'instruction. Pour un spécialiste du médicament, il y a quelque chose qui frappe, c'est que Génévac n'est vendu qu'en France. Ça veut dire que Génévac est un produit défectueux et que soit les autorités étrangères en ont pas voulu, soit les fabricants étaient tellement conscients de la nullité du dossier qu'ils n'ont pas osé. Or, quand est-ce qu'est autorisé Génévac ? En décembre 87, alors qu'Ingérix fait une carrière internationale gentille, brutalement depuis 86, son enregistrement est suspendu en France et il passe ensuite après Génévac. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Qu'on a poussé un vaccin ? Attendez, et pour de mauvaises raisons ? Or, Génévac, en plus, donc Génévac se distingue par sa défectuosité manifeste sur ce que je viens de dire. Deuxièmement, par le fait que c'est le seul vaccin au monde qui n'ait pas de posologie pédiatrique. Or, ce vaccin qui n'a pas de posologie pédiatrique a eu, à partir de 1995, le monopole de fait de la vaccination dans les écoles. C'est ahurissant. Alors, par conséquent, là, je suis en train de rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'une situation aussi aberrante renvoie quand même à une collusion de l'autorité sanitaire, d'une part durable, et d'autre part à des responsabilités politiques qui dépassent largement la personnalité de M. Douste-Blazy. Et là, c'est à vous, journalistes, d'enquêter là-dessus. Moi, je n'ai pas les moyens. Juste une chose, vous souhaitez réagir à ce que vous a dit tout à l'heure Mme Foucras, et on va dire qu'on pourrait trouver légitime. En gros, l'hépatite B, ça reste quand même un problème qui n'est pas fondamentalement franco-français, même s'il y a un certain nombre de cas. Ça vous semble une mauvaise évaluation de la situation de l'hépatite B dans notre pays ? Je ne peux pas laisser dire qu'il y a peu de cas en France. Je disais tout à l'heure, c'est autant que de cas de sida et autant de nouvelles contaminations. Donc on ne peut pas dire qu'il y en a peu. Il y en a moins qu'ailleurs dans le monde, je suis d'accord.
Et je veux juste rappeler que... Il y en a plus en tout cas que de cas de sclérose en plaques, ça c'est sûr. On est d'accord. Ce que je veux juste rappeler, c'est que le fait qu'on en discute... Excusez-moi, mais moi, alors à moins que mes chiffres ne soient pas bons, je dénombre à peu près entre 140 et 150 000 cas d'hépatite B dans notre pays, vous me confirmez si j'ai raison, et près de 70 000 en ce qui concerne les scléroses en plaques. Je reprends la parole quand vous avez fini avec votre permission. permission. Il est juste mon chiffre? Ah non, c'est épouvantable. La dernière synthèse, elle est de Lévy-Bruhl dans le journal de je ne sais plus quoi de 2003. Donnez-nous les chiffres. Lévy-Bruhl reconnaît qu'il y a une incertitude d'un facteur de 1 à 10 sur les chiffres d'hépatite B. Alors moi je dis, qu'est-ce qu'on dirait si demain l'INSEE disait il y a entre 60 millions et 600 millions de Français au recensement? On dirait ces gens-là sont pas sérieux et ces gens-là sont pas sérieux. Donc pardon, mes chiffres sont bons, sauf que vous nous dites qu'il y a une incertitude qui pèse dessus qui est importante. Une incertitude de 1 à 10, mais c'est complètement rigolo, ça veut dire que ces gens-là sont des rigolos. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus grave, parce que toutes les entités qui sont censées protéger notre santé en France méritent d'être mises en accusation. Ah, oui, il faut aller au bout des logiques. Alors, je vais jusqu'au bout, j'en ai pour 2 minutes. Moi, ça fait 4 ans que je dis le système de santé est passé à côté de quelques dizaines de milliers de complications complexes, comme des scléroses en plaques du nourrisson, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en août 2003? Il s'est passé que le système de veille sanitaire a laissé passer 15 000 décès en l'espace de 15 jours. Eh bien, moi, je vous dis, c'est vachement plus facile de faire le diagnostic d'un Maccabée que le diagnostic d'une CEP chez l'enfant. Et qu'est-ce qu'il y a d'une sclérose en plaques, merci. Et qu'est-ce qu'il y a d'invraisemblable dans le fait que je soutienne que le système de santé français a laissé passer quelques dizaines de milliers de complications graves sur 10 ans, quand il est patent et avéré que ce système ne sait pas répertorier 15 000 décès en 15 jours. François Briquet. Bon, je crois qu'il y a un certain nombre d'affirmations qui me paraissent, pour la plupart d'entre elles, gratuites. Je voudrais quand même rappeler que ça n'est pas uniquement un type de vaccin que vous avez cités qui déclenchent ou qui ont été accusés de déclencher des troubles, mais plusieurs types de vaccins. Donc l'argument que c'est que Génévac ne tient pas. Il tient. Non, il ne tient pas. Il tient. Deuxièmement, dire que c'est le seul vaccin qui n'a pas de présentation pédiatrique, on peut trouver d'autres exemples de vaccins qui également ont la même... Donc ce sont des arguments qui, à mon avis, ne tiennent pas la route. Encore une fois, il faudrait quand même qu'on soit bien conscient du fait qu'il faut savoir ce qu'en santé publique on veut faire. Si sur un risque que l'on veut écarter, que l'on veut contrôler ou que l'on souhaite réduire, eh bien, il faut se donner des moyens. Et ces moyens, automatiquement, risquent, c'est possible. On sulfate, mais il y a des plantes à côté. C'est un peu le problème. Oui, mais alors, il faut, moi je suis tout à fait d'accord, il faut informer les gens. Il faut informer les Français, il faut leur dire, voilà, il y a un vaccin, les qualités de ce vaccin sont les suivantes, ça lutte contre une maladie dont voici les caractéristiques, et puis on décrit quelques risques que voici. Maintenant, faites ce que vous voulez, mais si jamais vous avez une cirrhose ou un cancer dans 15 ou 20 ans, ne venez pas non plus dire aux autorités sanitaires, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous auriez pu nous le dire, on n'a pas bien compris, et donc... on attaque les ministres. Est-ce que... On découvre... Excusez-moi. Non, je vous donnerai la parole ensuite. On diffuse le dernier reportage, après ce que vient de nous dire Monsieur Briquet. Vous l'avez compris, en tout cas, ce soir, très clairement, en médecine et en matière de vaccins, on s'interroge toujours sur les dangers et les bienfaits. On appelle ça d'ailleurs la notion de bénéfice-risque. Elle a été abordée tout à l'heure par Marc Girard. Concernant toutes les vaccinations, l'avis de l'OMS, elle, n'a jamais varié. Il faut continuer à vacciner, et notamment contre l'hépatite B. C'est le dernier reportage de cette émission. Il est signé Fabrice Papillon et Yvan Bastion. Chaque jour, des centaines de pédiatres répètent le même geste. La vaccination des enfants en bas âge, une nécessité. Et dans certains cas, une obligation pour le BCG, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Bien sûr, ce n'est jamais très agréable. Pourtant, les résultats sont là. Certaines maladies ont été carrément éradiquées grâce à la vaccination. C'est le cas de la variole. Et les experts pensent que la rougeole et les oreillons ont disparu de l'Hexagone. Aujourd'hui, 700 000 enfants sont vaccinés chaque année en France contre une dizaine de maladies graves qui tuaient par centaines dans le passé. Malgré ces résultats, les parents doutent. Les polémiques sont courantes, y compris contre les vaccins les plus classiques, par exemple la rougeole, les oreillons et la rubéole. En Angleterre, il y a eu une polémique ces dernières années
Et on disait que ces vaccins pouvaient entraîner un autisme. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette aberration? C'est incroyable. Mais au point que de nombreuses mamans ont refusé le vaccin contre rougeole, oreillon, rubéole en Angleterre, et même en France, parce que ça s'est su. Et puis, depuis quelques mois, on a complètement infirmé cette idée qu'un vaccin pouvait entraîner un autisme qui est tout à fait aberrant. Ces polémiques paraissent bien dérisoires aux yeux des populations sous-développées. Chaque année, des milliers d'enfants et d'adultes meurent de maladies pour lesquelles il existe pourtant des vaccins très efficaces. Mais faute de moyens, ceux-ci ne sont pas assez largement diffusés. C'est le cas de l'hépatite B. 2 milliards de personnes infectées, 1 million de morts chaque année, malgré un vaccin qui protège à 100% quand il est inoculé chez les enfants. Conséquence, les campagnes de vaccination sont une priorité pour l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS choisit des vaccins qu'elle considère comme d'importance primordiale, qu'il faut faire à toute la planète. Puis d'autres pour lesquels elle étudie la question et elle définit des priorités. Par exemple, je prends le cas de la rougeole, c'était sa grande priorité. Et l'hépatite B, c'est aussi son autre grande priorité. L'OMS serine depuis plus de 15 ans. Il faut vacciner toute la planète contre l'hépatite B. Même les pays comme la France, où l'hépatite B n'est pas le problème majeur. Ça veut dire que ces vaccins étant efficaces à 100%, il ne faut surtout pas hésiter à les utiliser. Absolument. Même s'il y a des petits effets secondaires ou des risques. Même s'il y a des effets extrêmement rares. Possibles, mais extrêmement rares. Pour lutter contre ces effets possibles mais rares, la recherche avance. Les scientifiques cherchent à mettre au point des vaccins de moins en moins risqués. À l'époque de Pasteur, les biologistes utilisaient des souches de virus vivants dont la virulence était simplement amoindrie. Conséquence, dans certains cas, la maladie peut se déclarer de manière atténuée. C'est exceptionnellement le cas, aujourd'hui encore, du vaccin contre la rougeole par exemple. Mais depuis 20 ans, les spécialistes ont créé des vaccins sans virus vivant. C'est le cas du vaccin contre l'hépatite B. Aujourd'hui, les vaccins ils fonctionnent avec la production dans un tube à essai de protéines virales qui vont être injectées comme des protéines virales. Et donc le sujet va développer une réaction immunologique contre ces protéines. Et les anticorps qu'il développe sont des anticorps neutralisants qui évitent la propagation de l'infection. Ces protéines, ce sont des leurres, des faux virus. Ce sont des vrais fragments viraux. C'est-à-dire que ce sont des protéines virales qui n'ont aucune capacité contaminante parce qu'ils n'ont pas tout le matériel, toute la machinerie qui leur permet de se multiplier. Mais par contre, il y a les cibles qui permettent au système immunitaire de les reconnaître et donc de développer l'ensemble des réactions qui vont protéger les patients. Les progrès scientifiques ne régleront probablement jamais tous les problèmes. Mais les experts sont unanimes concernant les vaccins, comme ceux produits dans ce genre de cuve. Les bénéfices dépassent très largement les risques qu'ils peuvent parfois entraîner. Nous allons très rapidement passer aux questions SMS, Minitel et Internet, car vous avez été assez long à intervenir, mais le dossier le mérite. Juste une chose avant d'y aller, François Bricaire. On en revient à cette notion de bénéfice-risque. Vous continuez de nous dire, vous ce soir, avec les responsabilités qui sont les vôtres, que vous n'avez aucun doute là-dessus, que le bénéfice-risque sur ce vaccin, merci, reste vraiment à l'avantage du vaccin. À l'avantage du vaccin. Oui. Dans des proportions vraiment convaincantes à vos yeux. Ah, tout à fait convaincantes. Je pense que là, il n'y a pas, pour nous, pour moi, enfin, la majorité des universitaires et des responsables de pathologies infectieuses ou des pathologies, etc., sont d'accord pour dire que l'avantage du vaccin l'emporte largement sur ses inconvénients potentiels. Nous allons passer aux questions SMS, Minitel et Internet. Alors, première question, elle est importante et grave. Les ministres étaient-ils au courant des risques du vaccin? Marc Girard. Évidemment. Quand Kouchner dit « j'ai interrompu la campagne dans les écoles », il donne deux raisons. Il dit « la lettre aux parents était mal faite et il n'y a pas de moyen d'individualiser le geste vaccinal ». Bien, ce sont deux arguments totalement stupides. Si la lettre était mal faite, il fallait la refaire.
Et je ne connais aucune étude faite en France ou ailleurs qui permette d'individualiser le geste vaccinal. Par conséquent, ça veut dire que M. Kouchner cherche exclusivement, en n'arrêtant pas la campagne, mais en l'arrêtant à l'école, à protéger la mise en cause de l'éducation nationale dans des procédures judiciaires. Donc il est parfaitement informé du risque. Quant à M. Mattei, il est parfaitement informé du risque. Je suis allé le voir. Alors j'ai été reçu par William Dam, et quand on a parlé des études françaises, directeur général de la santé au ministère de Philippe Douste-Blazy, des études françaises, et que je lui ai dit elles ont été mal faites, il m'a dit je suis tout à fait d'accord avec vous, et d'ailleurs je l'ai écrit, j'ai jamais su où. Donc M. Mattei était parfaitement au courant. M. Douste-Blazy n'était pas au courant, ça je suis absolument sûr. Alors, la question suivante est assez extraordinaire dans la forme, mais il faut essayer d'y répondre, François Bricaire. Bon alors, aujourd'hui on fait quoi, nous dit un téléspectateur? On ne change pas? Alors, je pense que dans le débat et les difficultés pour essayer d'aboutir à une réponse qui soit claire, on est quand même dans une société où un certain nombre d'éléments de prudence doivent être respectés. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a déjà été évoqué. Et par conséquent, il est conseillé actuellement, et les autorités en ce sens se sont exprimées à nouveau récemment, de ne vacciner que les tout-petits, au moment de l'âge du nourrisson, pour assurer cette protection, et de vacciner les personnes à risque ou les personnes qui sont particulièrement exposées au virus, comme l'est par exemple le corps de santé. Je peux vous poser une question. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà du... Enfin, où on dit... Je vais même dire les choses plus brutalement. En matière de vaccination, y a-t-il un seuil de mortalité acceptable ? Par exemple, on dit oui, on sait que ça fera, pour peut-être des raisons qu'on n'explique pas, hein, mais ça fera 2% de morts, mais on va sauver 98% de personnes, et on l'assume et on y va. Si c'est le cas, il faut nous le dire, on a besoin d'être informés, et d'ailleurs, les 98% qui se portent mieux le comprendront. Est-ce que c'est de ce registre-là? Je ne vous l'explique pas à l'hépatite B, mais dans l'absolu, est-ce que la logique est celle-là? Alors, il faut savoir quel est le degré à ce moment-là de gravité. Parce que, oui, c'est dur à dire. Il n'y a pas de chiffre limite. Il y a par contre, effectivement, discussion possible sur la sévérité potentielle d'une maladie versus le moyen qui est mis en place pour... Et à partir de ce moment-là, on peut accepter, je dirais même qu'on doit accepter un certain risque. Donc vous me dites oui? Je dis oui. Mais vous dites que c'est aussi l'image de la médecine moderne qui sauve des vies tous les jours. Enfin, absolument, absolument. Mes enfants ont été vaccinés en 1997 à l'âge de 4 et 2 ans. Court-il encore un risque? Qu'en pensez-vous, Pascal Molin? Moi, je dirais non. Moi, j'aime mes enfants, je les ai vaccinés, j'ai aucune arrière-pensée. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est difficile à entendre, c'est de dire à une mère, vous avez 35 ans, il y a peut-être un risque pour vous, mais venez faire vacciner vos enfants, il n'y a pas de risque pour eux. Ça, c'est difficile à entendre. Bien sûr. Et du coup, si c'est mauvais pour moi, si c'est en plus par contamination sexuelle, on verra plus tard. Et c'est justement parce qu'on ne peut pas voir plus tard, c'est qu'il faut le faire maintenant pour sécuriser le futur de nos enfants. C'est là où il faut de la pédagogie pour expliquer à ces moments. Ma fille de 1 an doit se faire vacciner dans une semaine contre l'hépatite B. Dois-je annuler le rendez-vous? C'est d'une certaine façon la même question, mais je vous la pose à vous, Marc Girard. Bien entendu, il suffit de se reporter au communiqué de l'agence pour apercevoir qu'il y a des scléroses en plaques dès l'âge de 25 mois qui sont décrites. Ce sont des artefacts de codage. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de sclérose en plaques chez le nourrisson. C'est faux. L'agence a décidé qu'il fallait 2 poussées pour faire le diagnostic. Donc on a un gamin de 4 mois qui fait une première poussée. Au lieu de s'étonner qu'il fasse une première poussée, on dit attendons, attendons. Au passage, comme on n'a pas de procédure de suivi, on en perd 90%, ça permet de faire baisser les chiffres. Ensuite, quand il fait sa deuxième poussée à 3 ans, on le rentre dans la batte à l'âge de 3 ans. C'est comme ça qu'on entretient le mythe de pas de sclérose en plaques avant 2 ans. Ça, c'est fou. Et deuxièmement, quand bien même ce serait vrai, de toute façon, qu'est-ce que ça représente de dire la myéline est immature, il ne va pas faire des démyélinisations? Quand on pose une bombe et qu'elle ne vous pète pas à la gueule, ça s'appelle une bombe à retardement. Et là, on est en train de menacer la population française, on le voit déjà, il y a une véritable épidémie de sclérose en plaques chez l'enfant, alors que les téléspectateurs doivent savoir que la sclérose en plaques chez l'enfant, c'était une entité rarissime avant la vaccination. Il y a quelque chose d'extrêmement grave dans cette situation. S'il y a un danger, ne faut-il pas limiter la vaccination aux personnes à risque? Alors rappelons, je vous pose la question à vous, bien entendu, Pascal Molin, ça peut vous permettre aussi de répondre à ce que vient de vous dire Marc Girard, mais j'ajoute que, par exemple, les personnels travaillant à l'hôpital, enfin dans toutes les professions de santé, ont toujours été en priorité vaccinés, hein, de par le fait qu'elles fréquentent en permanence des milieux, on va dire, entre guillemets, difficiles.
Les personnes à risque, c'est effectivement les personnels hospitaliers. Il y a aussi un certain nombre de gens qui portent secours, comme peuvent être les pompiers et les secouristes. Il y a aussi, dans les personnes à risque, les usagers de drogue qui doivent être vaccinés spécifiquement aussi. Et les gens avec des partenaires sexuels multiples sont aussi dans les gens qui sont à risque et qui doivent être vaccinés. Les études qui ne remettent pas en cause le vaccin contre l'hépatite B sont-elles financées par les labos le commercialisant? Puisque vous préparez un livre, là-dessus, vous avez forcément un avis, Lucienne Faucras. Moi, ça me paraît évident que si on ne plaît pas au laboratoire, on est barré complètement. Donc, il y a un problème de l'expertise en France, par exemple. Il y a un problème de conflit d'intérêts, c'est-à-dire vraiment qu'il y a peu de gens, parmi les scientifiques, parmi les chercheurs, parmi même les médecins, qui ne travaillent pas avec les crédits des laboratoires. Je vais donner un exemple d'une association, par exemple, qui s'occupe de sclérose latérale amyotrophique. Par qui elle est tenue? Par les médecins dont les études sont financées par Aventis et par une pharmacienne, une ancienne pharmacienne de Lyon, mais pas pharmacienne d'officine, pharmacienne travaillant dans l'industrie pharmaceutique lyonnaise. Oui, l'industrie pharmaceutique a toujours financé les recherches. Mais je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que c'est liens quand même, et même à l'OMS, et même à l'OMS, ça monte partout, et même à l'agence européenne, parce que il y en a qui ont dit, mais c'est formidable, même l'agence européenne, elle va tout couvrir, les réseaux vont pouvoir s'installer. Il y a un vrai scandale de la santé publique en France. On a plein de questions, donc je me permets de vous les poser en vous demandant d'essayer, si possible, de faire des réponses rapides. Marc Girard, seuls certains lots de vaccins pourraient-ils être en cause, comme dans le cas des hormones de croissance? Non. Non, c'est systématique. Bon, voilà, c'est une réponse courte. Je prépare le concours d'aide-soignante, le vaccin est obligatoire. J'ai un dérèglement du système nerveux central, que faire? François Bricker. Tout ça sont des cas très concrets, c'est vrai que c'est vraiment délicat. Oui, alors il y a des mesures qui sont prises dans les indications de la vaccination et qui doivent tenir compte des antécédents, et en particulier des antécédents neurologiques. Donc autrement dit, cette personne doit en référer à un médecin avant de se faire vacciner. Il y a des certificats de contre-indication éventuels à une vaccination, même dans les milieux professionnels. Faudrait-il simplement faire un bilan neurologique avant la vaccination? C'est vrai que c'est une question qui paraît logique après les réponses que là, vous venez de faire les uns les autres. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'on ne découvrirait pas grand-chose. Normalement, un examen neurologique, même une personne qui aurait une sclérose en plaques qui n'est pas en poussée n'a pas forcément des anomalies neurologiques extrêmement... C'est possible qu'elle en ait, mais ce n'est pas obligatoire. Et deuxième chose, ça nécessiterait quand même une action de santé qui coûterait du coup extrêmement cher aussi en termes de consultation, d'investigation éventuelle. Vous évoquiez le HLA, s'il fallait chercher les groupes HLA à toute personne vaccinée. Mais on peut faire un dosage d'anticorps. On peut faire un dosage d'anticorps déjà. Non, ça ne servirait à rien. On saura s'il y a des anticorps naturellement ou pas. Et donc on ne vaccine pas s'il y en a. Non. Alors, y a-t-il, oui ou non, une augmentation des cas de sclérose en plaques dans la population française depuis 1995? On va faire une réponse en deux temps, là c'est obligatoire. Marc Girard. Alors, je vous ai donné la cour, mais j'en profite pour ajouter, à propos de coûts, ça coûte combien au budget? Je considère là que M. Douste-Blazy, en coût direct et indirect de la vaccination, est responsable d'une bonne part du déficit qu'il essaye actuellement de réduire. Pour répondre clairement aux téléspectateurs qui éventuellement auraient pris cette émission en cours, donc votre réponse c'est oui. Oui, absolument. Selon les statistiques de la CNAM, dont vous avez fait des courbes. Absolument. François Bricker, qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, moi je n'ai pas de chiffres exacts à vous fournir. Je n'ai pas la courbe qui a été présentée tout à l'heure. Il y a un nombre important de sclérose en plaques, on l'a évoqué tout à l'heure, mais l'augmentation n'est pas significative par rapport aux constantes de sclérose en plaques qu'on pourrait appeler... Sclérose latérale amyotrophique, 4000 cas en 98, 9000 en 2003. Mon médecin généraliste a dû me vacciner contre l'hépatite B 2 fois, car ça n'avait pas marché. J'ai depuis une cirrhose. Ça vous paraît concevable? Et est-ce qu'on observe des cas de ce type? Récemment, après beaucoup de difficultés et malgré la mauvaise réputation que j'ai là-bas, sur une de mes expertises, j'ai obtenu l'indemnisation d'un jeune dentiste qui avait une hépatite auto-immune. Donc ça a été admis.
Enfin, je voudrais juste dire aussi, je trouve ahurissant de dire j'ai pas les chiffres, mais c'est pas significatif. Voilà le type de débat scientifique qu'on a autour de l'hépatite B en France actuellement, autour de la vaccination. J'ai pas les chiffres, mais c'est pas significatif. Un vaccin contre la sclérose en plaques est-il à l'étude? François Bricaire? À ma connaissance, non, parce qu'il faudrait qu'on connaisse l'agent ou la nature de l'étiologie, la cause de la maladie. Or, malheureusement, nous ne la connaissons pas. Il y a des hypothèses, qui sont peut-être multiples d'ailleurs, mais donc il n'y a pas, à ma connaissance, de vaccin. Je vous pose la question suivante aussi. Peut-on guérir d'une sclérose en plaques? Parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est mal connue, perçue comme extrêmement difficile. En plus, elle est lente et par à coups, donc... Oui. Alors, je suis pas neurologue, hein, mais les scléroses en plaques sont des maladies qui évoluent par poussée et qui peuvent à tout moment réapparaître. Donc il y a des périodes d'accalmie, il y a des améliorations par des thérapeutiques, mais il n'y a pas de guérison. Voilà, merci infiniment en tout cas les uns les autres d'avoir participé à cette émission, à vous de nous avoir suivis. Comme souvent le jeudi soir, je vous appelle à nous envoyer toutes vos questions SMS, Minitel et Internet pour notre émission de demain, vendredi, à l'occasion du Mondial de l'Automobile. Elle sera intitulée « Vive la petite bagnole ». Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que les voitures qui sont en vogue en ce moment au Salon de l'Auto sont tout simplement les voitures économiques et dites écologiques.